Bien, chers collègues, bonjour. Nous avons donc la présentation ce matin, qui est ouverte à la presse, bien sûr, comme il se doit, du rapport d'information sur la coopération européenne avec les pays du Maghreb. Jean Glavany est le rapporteur et Guy Tessier président. Je crois que c'est Jean Glavany qui commence. Guy Tessier, alors Guy Tessier. Bien, merci Madame le ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. D'abord, permettez-moi de vous remercier de nous avoir confié ce rapport, Jean et moi-même. Je dois dire que le binôme était un peu improbable entre lui et moi, mais j'ai eu beaucoup de plaisir finalement à travailler avec Jean, et j'espère que la réciproque est vraie. Et je pense que nous avons essayé de fournir un travail sérieux. Voilà, donc juste pour dire que il aura fallu finalement attendre 2011 pour que le focus de l'actualité revienne sur les pays du Maghreb, le Grand Maghreb ou le Petit Maghreb, sur la façon dont on les observe. Il est vrai que sous ce terme générique de Maghreb se cachent des pays qui sont à la fois très ressemblants et très différents. Et pour ce qui a été de notre mission, nous avons visité l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, mais également la Mauritanie, et nous avons approché, car nous n'avons pas pu y entrer, la Libye. Il nous a semblé judicieux de faire un point, donc 5 années après, ce qu'ont été les soulèvements populaires dans le Maghreb, dont nous imaginions d'ailleurs que tous les régimes qui étaient mis en place ne bougeraient pas, et pratiquement tous ont été renversés. Donc le Maghreb constitue pour nous, Français, mais également pour l'Europe, un caractère stratégique tout à fait important, trop souvent oublié d'ailleurs par nos partenaires européens. Et l'actualité de cette région est parfois éludée par celle du Proche ou du Moyen-Orient. Mais les pays d'Afrique du Nord représentent un intérêt vital pour l'Europe et particulièrement pour nous, Français, qui sommes à peine 1 heure d'avion d'Alger. Sur le plan économique, d'abord, les 3 pays forment un petit Maghreb, qui sont des pays émergents et qui constituent un espace de croissance potentiellement vital pour l'Europe, et notamment en matière d'approvisionnement énergétique. Au plan politique ensuite, les pays du Maghreb s'affirment de plus en plus sur la scène internationale, mais surtout ils constituent la porte d'entrée sur le continent africain. Et donc les relations que nous avons avec ces pays nous paraissent tout à fait incontournables. Enfin, sur le plan sécuritaire, que ce soit la menace terroriste ou les crises migratoires ou encore le conflit libyen, la sécurité de l'Union européenne se joue au sud avec donc les pays du Maghreb. Je crois qu'il faut que nous soyons très attentifs à ces pays, nous, Français et Européens, car si nous avons abandonné un peu ou que nous avons relâché notre coopération dans tous les domaines avec l'ensemble de ces pays, d'autres pays s'y intéressent fortement, et je pense notamment à la Chine ou bien aux États-Unis. Donc nous avons mis l'accent sur ces 5 pays qui forment le Grand Maghreb. Donc les travaux de la mission ont relevé 2 éléments importants. Notre connaissance de ces pays s'estompe, je dirais. Elle n'est plus ce qu'elle était autrefois, pour des raisons simples. C'est que les habitants des pays du Maghreb, dans l'ensemble de ces pays, qui ont connu la présence française, disparaissent petit à petit. Et l'effort que nous fournissons à l'heure d'aujourd'hui est beaucoup moins important. Et donc nous perdons la connaissance, et cela, nous l'avons ressenti, mais cela nous a été dit aussi dans l'ensemble des pays que nous avons traversés. Et donc nous devons là faire un effort très important sur l'ensemble de ces pays. Par ailleurs, il serait hasardeux de croire que l'héritage historique que nous avons laissé dans ces pays, qui est riche, suffit à préserver nos relations. Ces temps ont changé. Il y a de nouvelles générations qui n'ont pas connu la présence de la France, qui en restent demandeurs et curieux, je dirais, mais qui n'ont pas connu cette époque-là. Et d'ailleurs, un interlocuteur de notre mission nous disait la France pense que notre histoire partagée suffit à garder le lien, et il n'en est rien. Bon, nous sommes donc rendus à Rabat, à Casa, à Nouakchott, à Tunis et enfin à Alger, où nous avons pu rencontrer un grand nombre de personnalités politiques.
mais aussi des représentants, et c'était particulièrement attachant et intéressant, des milieux économiques et de la société civile. Je laisserai tout à l'heure à Jean Glavany le soin d'insister sur ce qui a fait la cohérence de cet espace géographique. En ce qui me concerne, je voudrais juste me concentrer sur la spécificité de chacune des trajectoires nationales. Donc, depuis 2011 et l'onde de choc des révolutions arabes, chaque pays tente en effet de trouver une voie qui lui est propre en répondant aux attentes de la population tout en maintenant une certaine stabilité. Je débuterai par les 3 premiers pays, mais d'abord par la Tunisie. La Tunisie est devenue le symbole d'une révolution arabe. Il nous a semblé que si le pays achevait dans un premier temps sa transition démocratique, la démocratie reste très fragile, extrêmement fragile sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. D'abord, les revendications de dignité, de justice sociale sont en partie satisfaites, mais beaucoup reste à faire, vu les conditions de vie qui ne cessent de se dégrader depuis 2011. Selon de nombreux interlocuteurs que nous avons rencontrés, le risque est grand de nouvel épisode d'éruption sociale dans un contexte de désocialisation qui est croissante, une colère populaire, un chômage chez les jeunes notamment qui ne fait que s'amplifier et qui est, disons-le, tout à fait catastrophique. Et l'état d'ailleurs de délabrement des villes que nous avons vues est tout à fait révélateur de ce climat de décrépitude, disons-le. Donc, on a eu des épisodes très graves ces derniers temps. En 2016, un grand mouvement social depuis la Révolution a éclaté à Kasserine, qui a essaimé toute la région intérieure, qui s'est accompagné de violences, notamment sur tous les symboles de l'État, et particulièrement sur la police. Depuis décembre 2015, les chômeurs de Sidi Bouzid continuent à manifester tous les jours devant les usines de Petrofac et de Kerkena. Les scandales de corruption, notamment dans le domaine de la santé, sont aussi très importants et continuent à nourrir le mécontentement populaire. Or, les autorités tunisiennes peinent à apporter une réponse rapide et efficace. On nous a beaucoup parlé des lenteurs de l'administration tunisienne qui s'essouffle à vouloir réformer. Mais d'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure ils en ont vraiment la volonté. Et en tout cas, les résultats que nous avons pu constater sont quelque peu décevants. Le plan quinquennal qui était censé présenter au public et aux partenaires internationaux les grandes orientations stratégiques du pays n'ont été publiées qu'en 2016, c'est-à-dire hier, en septembre. Aux attentes de la population s'ajoutent les réformes économiques attendues par les bailleurs internationaux, le code des investissements, la réforme fiscale, l'assainissement budgétaire, les améliorations de l'environnement et des affaires qui tardent à être mises en œuvre. Alors il y a un sujet de satisfaction quand même, c'est l'adoption d'une loi sur les investissements visant à moderniser, à rationaliser le cadre juridique, qui reste un signe encourageant. Et bien sûr, la conférence de Tunis qui s'est tenue il y a quelques semaines à peine, on va dire, et qui a été un véritable succès. Sur le plan politique, le pays aussi connaît de grandes fragilités. Un nouveau gouvernement dirigé par Youssef Chaheb a été désigné, au sein duquel l'UGTT et la gauche ont fait leur entrée, et où Ennahda a obtenu des postes importants, bien que non régaliens, mais ils ne sont pas régaliens, mais ils tiennent à peu près 60% de l'économie. Donc c'est quand même pas rien. Le parti Ennahda, qui demeure le principal soutien au gouvernement, est sans nul doute devenu la première force politique au Parlement et dans le pays, notamment après l'effritement du parti adverse, Nida Tounes, qui était une mosaïque, disons, d'une coalition de circonstances qui était à l'époque conduite par, et toujours d'ailleurs, par Mohsen Marzouk. Sur le plan sécuritaire, le risque de déstabilisation de la Tunisie reste très grand. Les 3 attentats qui ont marqué l'année de 2015, dont certains préparés en Libye, et notamment l'attaque au grand sud tunisien de Ben Gardane, en est la preuve. Il existe encore d'ailleurs des maquis dans le centre-ouest de la Tunisie. Et l'armée tunisienne peine à éradiquer
ces bourgeons de terrorisme qui sont pour la plupart, bien sûr, affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Enfin, la présence d'environ 1500 djihadistes tunisiens répartis soit en Tunisie, soit en Irak, constitue une préoccupation majeure, aussi bien pour eux que pour nous, dirais-je, quant à leur retour éventuel. Et puis, les forces de sécurité qui ont fait des efforts de mise à niveau n'ont vraisemblablement toujours pas les capacités ou l'organisation nécessaire pour contrecarrer ces révolutionnaires. Bon, il est évident que les terroristes veulent voir le modèle tunisien tomber, car il faut donc s'attendre à ce que les menaces s'accroissent et il faut accorder un soutien prioritaire à ce pays. Au Maroc, grand pays que nous connaissons bien, où la situation est différente. Le roi, dès 2011, a entamé une réforme politique que je qualifierais d'intelligente, un peu dans la suite de ce qu'avait fait son père, Hassan II, qui avait déjà commencé à réformer le pays, mais il l'a fait d'une manière plus drastique, je dirais, et d'une manière plus opportuniste. Quand il a senti que le pays commençait à bouger, il a donc entamé ses réformes et il a aussi déclenché des élections anticipées qui ont été un succès et où donc le parti islamiste PJD a été majoritaire et donc ça a constitué un véritable tournant dans le pays. Mais le roi a laissé faire et je voudrais dire ce pays, du coup, rentre dans une ère nouvelle qui est une ère du bipartisme avec, d'un côté, le PJD et de l'autre côté, le PAM, qui est donc le parti d'opposition, qui là aussi est un rassemblement un peu hétéroclite, mais qui est aussi un acteur de la démocratie dans ce pays, avec Abdelilah Benkiran, qui est le chef de ce parti, et qui rassemble plutôt des jeunes cadres, des jeunes intellectuels. Ben Kéran est le chef du parti islamiste. Oui, pardon, c'est le Premier ministre, excusez-moi. Chef du parti islamique et Premier ministre, et autour duquel s'est bâtie cette large majorité. Il nous a reçus très longuement, merci de m'avoir corrigé, il nous a reçus d'ailleurs très longuement, et il a voulu nous montrer, on va dire, une image très acceptable d'un parti qualifié d'islamiste. Sur le volet institutionnel, la réponse a été rapide et menée avec succès sur le terrain social, il faut bien le reconnaître. Les demandes d'accès à la justice sociale, à l'éducation, à l'emploi, à la dignité, à la liberté n'ont pas cependant trouvé toute leur satisfaction. Je dois dire que là encore, dans ce pays comme dans beaucoup d'autres, il y a une fracture entre le nord et le sud. Le nord plus riche, plus actif, où se concentrent les écoles, les milieux intellectuels, les milieux culturels, et le sud qui peine à être mis au niveau de ce que connaît la partie nord du pays. Je ne parle pas du Grand Sud, dans lequel le Maroc, l'ancien Sahara espagnol, dans lequel le Maroc peine, je dirais, à hisser cette partie de ce pays qu'ils considèrent comme le leur au même niveau que le reste et qui leur coûte à peu près 2 points de PIB, ce qui est un effort tout à fait considérable pour ce pays. Mais c'est vraiment, si vous me permettez l'expression, c'est vraiment, alors Alsace-Lorraine, c'est quelque chose, et tout parti confondu, sur lequel on ne peut pas avoir d'accord. Voilà, c'est comme ça, il en est ainsi décidé. Donc, l'emploi reste aussi un défi. L'avènement au pouvoir de Mohamed VI en a fait une priorité. Des avancées importantes ont été obtenues. Le recul de la pauvreté, la baisse des taux d'alphabétisme. Il y a une nette amélioration de la couverture de santé. Ils sont arrivés à loger à peu près 50% des habitants des bidonvilles, et chacun sait que pour aller là-bas, que dès qu'on sort des cœurs de ville, il y a des bidonvilles absolument monstrueux. Mais les problèmes sociaux restent et demeurent importants, les inégalités demeurent fortes, et la classe moyenne reste dans une situation de vulnérabilité économique. Voilà, c'est le problème du Maroc reste le fait qu'il génère, c'est pas typique au Maroc, mais il génère des jeunes diplômés qui deviennent très rapidement des jeunes diplômés chômeurs. Le niveau, c'est unanime, le niveau n'est pas très bon.
Et donc, seuls vraiment les meilleurs, les tout premiers des grandes écoles ou des facultés trouvent des emplois. Il faut mentionner l'importance des relations du Maroc avec le Sahara occidental. C'est un pays aussi qui est charnière et qui s'étend sur l'Afrique subsaharienne avec beaucoup de succès, notamment dans le domaine bancaire. Voilà, je passe donc, si vous voulez, à l'Algérie, mais pour dire simplement qu'au final, le Maroc semble bien engagé, en tout cas, sur la voie des réformes. Bon, pour ce qui est de l'Algérie, voilà encore un autre grand pays. Nous nous sommes rendus. Et au plan politique, la question qui préoccupe tous les esprits, mais quand je dis tous les esprits, c'est vraiment tous les esprits, c'est celle de la succession d'Abdelaziz Bouteflika, qui a été réélu, comme vous le savez, en 2014, dès le premier tour. De nombreux mouvements internes ont lieu dans les milieux administratifs, militaires, économiques, vraisemblablement pour préparer la succession du chef de l'État. Les autorités ont effectué de nombreux remaniements depuis mai 2015, et notamment dans les services de renseignement, la DRS, où le général Médienne a été repoussé du pouvoir, mis en disgrâce, on va dire. Et plus récemment, le président Bouteflika a placé la DRS par une nouvelle structure rattachée directement à la présidence, sans doute pour l'avoir à sa main, mais également pour le sortir du giron de l'armée. Et vous savez qu'en Algérie, l'armée occupe un poste très 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 important, et notamment par son chef d'état-major qui se verrait bien probablement en successeur de Bouteflika. Ces mouvements sont difficiles à interpréter, tant la finalité est opaque, il y a beaucoup de groupuscules et beaucoup d'éléments d'incertitude, et non des moindres dans la situation économique et sociale de ce pays. La baisse de la rente pétrolière a été bien sûr pour ce pays une catastrophe. Nous avons là aussi trouvé un pays qui donne une impression de fonctionnement, mais où tout semble artificiel, et où une chape de plomb pèse sur ce pays. Je dois dire que nous avons été très surpris, Jean et moi, de voir les difficultés que la presse libre a à s'exprimer. Il faut être dans l'orthodoxie, sans quoi on est emprisonné, on est battu. Donc la situation des libertés est extrêmement difficile, je crois qu'il faut le dire. Et nous avons trouvé, je dois dire, un espace de liberté qui est d'ailleurs dans le cœur de la ville historique d'Alger, et où se trouve la mission française, et où les jeunes aiment à se retrouver parce qu'ils peuvent venir là. Les femmes ne sont pas obligées de se voiler, ils peuvent discuter, échanger. Nous avons fait des efforts financiers importants parce que franchement, il ne manque rien, c'est superbe, et ça exerce une attirance sur la jeunesse qui viennent là apprendre le français, parce que d'une manière assez regrettable, le français n'est plus appris directement à partir de l'école primaire, mais seulement en option à partir des classes secondaires. Par contre, l'enseignement supérieur est en français. Donc les jeunes étudiants qui veulent poursuivre des études en français se trouvent être très handicapés et vont donc au centre culturel français pour apprendre la langue. Et il y a tellement de candidats qu'il y a un concours et que donc on fait des stages de 3 mois après 3 mois. Voilà, donc le choc pétrolier a pesé terriblement sur l'Algérie depuis 2014, et donc le mécontentement grandit, et je vous le disais particulièrement chez les jeunes, qui d'ailleurs, vous vous souvenez, ont manifesté leur mécontentement en 2015. Le rythme de la croissance est trop faible pour résorber le chômage, qui touche 30% des jeunes qui ont entre 16 et 24 ans. Donc malgré le discours du gouvernement sur la diversification, les contraintes administratives continuent à peser sur le secteur privé en Algérie. Nous avons rencontré plusieurs chefs d'entreprise qui nous ont expliqué leurs difficultés incommensurables avec l'administration algérienne pour pouvoir créer des entreprises. Cette fragilité économique est d'autant plus inquiétante que la société est marquée par des mouvements centrifuges importants. L'Algérie a connu de 2014 à 2015 des affrontements à Gardaïa. Les plus graves incidents sont ceux de la décennie de 90, mais de cela, vous vous en souvenez. Ces forces donc font peser sur le pays un danger de délitement et d'un retour aux solidarités régionales vécues comme plus protectrices dans un contexte économique dégradé, soit quand nous devions être très très attentifs. Sur le plan sécuritaire,
le terrorisme a baissé jusqu'à un niveau sans commune mesure, des années 93 à 98, bien sûr. En effet, dès son élection en 1999, le président Bouteflika a mis en œuvre une politique de réconciliation nationale. Il a fait adopter par référendum en 2005 une charte pour la paix et pour la réconciliation qui a permis la libération d'islamistes, mais les crises régionales risquent de raviver la menace. Daesh a connu d'importants succès militaires en Irak et en Syrie et attire certaines branches dissidentes d'AQMI aux confins de l'Algérie, ce qui risque d'introduire une logique de surenchère entre les différents groupes terroristes, et l'assassinat du Français Hervé Gourdel à Tizi Ouzou confirme cette tendance. Je dois dire qu'il y a en Algérie un climat très curieux à notre égard, que je pourrais résumer par une phrase, c'est « je t'aime et moi non plus ». Il y a une espèce de discours permanent, que ce soit avec la rue, je dirais, les acteurs économiques, les journalistes, les intellectuels, une demande, un besoin de France, et en même temps un repoussoir de France. Donc on ne sait pas bien comment avancer avec eux, parce qu'on a vraiment ce tango argentin qui fait qu'on voudrait de la France, mais finalement sans les Français. C'est extrêmement compliqué à résoudre. Bon, je vais conclure, si vous voulez, avec l'Algérie pour vous dire quelques mots de la Mauritanie. C'est un pays un pays du Maghreb qui a été souvent négligé, mais qui a une importance stratégique capitale. Il se trouve aux confins du Sahel et de l'Afrique subsaharienne. Sur le plan sécuritaire, très aidé par nous, disons-le. D'ailleurs, le président de la République que nous avons rencontré nous l'a dit avec satisfaction. Nos forces sont présentes et discrètes et forment essentiellement leur force spéciale, avec beaucoup de succès. Ils ont des milliers de kilomètres de frontières avec le Mali. C'était une passoire absolue, et aujourd'hui, c'est plutôt une frontière relativement hermétique, car ce pays ne connaît plus d'attentats. Donc, la réorganisation a été un vrai succès. D'où l'importance de quelque chose où nous devons être très attentifs, mais je sais que plusieurs collègues se sont penchés sur ce problème, c'est le G5. Et donc qui est vraiment quelque chose qui devrait être productif de sécurité et d'entente entre les 5 pays, donc que sont la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, d'autant qu'il y a dans ce G5 un représentant permanent qui nous est apparu comme un homme brillant, intelligent et visionnaire. Le représentant de la Mauritanie, qui est un général de gendarmerie, ne l'est pas moins. Donc il y a vraiment des partenaires de très bon niveau, et ça mériterait que nous les aidions dans leur travail. Leur travail est souvent bloqué, et notamment la Mauritanie est bloquée par ses relations avec le Maroc, pays frère, ami, voisin, et très cousin, je dirais même, par le fait que la Mauritanie a reconnu le Front Polisario, ce qui, évidemment, aux yeux du Maroc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est absolument inacceptable, et qui a obscurci les relations entre le Maroc et la Mauritanie, mais qui continue néanmoins à commercer, aller les uns chez les autres, mais qui quand même a jeté un voile. Le problème de la Mauritanie reste plutôt sur le plan économique et sociétal. La chute durable des cours des minerais, notamment des minerais de fer, reste un vrai problème économique pour eux. Il y a peu de diversification. Il y a une zone franche en Mauritanie qui connaît un certain succès, mais qui est essentiellement tenue par les Espagnols. Enfin et surtout, la cohésion nationale est toujours en question. Et vraiment, là, on fait un bond de quelques siècles en arrière, puisque c'est le problème de l'esclavage et donc et de ses séquelles. Plus largement, on pourrait dire des questions identitaires, qui est une question essentielle et qui agite la société, la classe politique mauritanienne, car en fait le pays se divise en deux parties. Les Beydan, c'est-à-dire les tribus maures d'origine arabo-berbère, et puis les Aratines, c'est-à-dire les descendants des esclaves noirs et des populations mauritaniennes, Peuls, Soninké ou Wolof, puisque le sud de ce pays est à la frontière du Sénégal, et donc il y a une forte population noire en Mauritanie qui constitue à la fois un sous-prolétariat et des populations, notamment à l'intérieur de la Mauritanie, qui sont complètement abandonnées. Donc on peut légitimement s'inquiéter de cette fracture
grandissante et du risque qu'elle fait courir et qui rapproche en quelque sorte la Mauritanie du Mali, où les divisions entre le nord et le sud, là aussi, sont très marquées. Mais vous le savez, entre Touareg et Peul, qui habitent le nord et le sud. Donc, un mot sur la Libye, où nous n'avons pas pu rentrer, mais on a pu rencontrer nos représentants en Tunisie. C'est une situation extrêmement confuse et embrouillée. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, les accords de Skirat ont eu la vertu d'acter les solutions politiques et le retour du gouvernement à Tripoli. La reconquête de Sirte, grâce aux brigades de Misrata et aux frappes américaines, a permis également à Sarraj, à l'ouest, de consolider leur légitimité, mais celui-ci peine à affirmer son autorité sur l'ensemble du pays. Le Parlement réuni à Tobrouk, sous la présidence de Saleh, à 3 reprises a rejeté la liste du gouvernement d'entente nationale. Et une offensive menée mi-septembre par le général Khalifa Haftar a détrôné Jadran et lui a permis de prendre possession des champs pétroliers, de reprendre la main sur la politique. Il a fait la preuve, en tout cas, qu'il avait un projet pour la nation en remettant les clés des infrastructures des compagnies pétrolières nationales. Donc tout l'enjeu de la négociation est donc moins d'être pour ou contre Haftar que de trouver une solution pratique pour permettant d'accorder une place à ces forces tout en veillant à ce qu'ils soient maintenus sous l'autorité d'un gouvernement civil. Voilà, mes chers collègues, la situation dans chacun des pays du Maghreb est donc bien différente. Il convient que notre diplomatie tienne compte de ces spécificités sur un plan bilatéral. Il n'en demeure pas moins que ces pays partagent des enjeux communs qui appellent une réponse globale et sur laquelle Jean Glavany va probablement davantage insister. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président, chers collègues. Jean Glavany. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voudrais dire, sans fioriture, à quel point j'ai porté de l'intérêt très grand et même une certaine passion à ce travail pendant 6 mois. Je voudrais en remercier à la fois Guy Tessier et Tiffaine Cosnier avec qui j'ai fait équipe pendant un peu plus de 6 mois. Je dirais que c'est la preuve qu'on peut faire vivre la diplomatie parlementaire en complétant, en approfondissant la diplomatie de notre pays plutôt qu'en la contredisant ou en l'affaiblissant. En tout cas, c'était un voyage au Maghreb vraiment passionnant. Je commencerai par une formule un peu toute faite, j'en conviens. Le Maghreb existe, mais nous ne l'avons pas rencontré. L'UMA, l'Union du Maghreb arabe, qui avait été créée à la fin des années 80, est une réalité politique évanescente, absente, sans aucune espèce de contenu politique ou autre. La faute à la sempiternelle cassure entre le Maroc et l'Algérie, cassure due, bien entendu, au dossier du Sahara occidental. Mais ce Maghreb dont on parle est une réalité géographique, mais nullement politique et à peine économique. Je me contenterai, pour introduire ce débat, parce que le mieux est sans doute d'échanger par vos questions, mais donc je vais m'abstenir de vous présenter le rapport dans les détails. Je me contenterai de faire quelques réflexions. D'abord, premier préalable, partout où nous sommes allés, dans tous les pays du Maghreb, on nous a dit l'Europe regarde trop à l'Est et pas assez au Sud. Et il faut bien dire que c'est vrai. Et les Français et les pays du Sud de l'Europe sont les mieux à même de juger que cette Europe regarde trop à l'Est et pas assez au Sud, et que nos efforts ne sont pas encore assez convaincants et entraînants vis-à-vis de l'Europe. D'où la question qui doit nous obséder, qui est une des pistes ou des choses ou des points sur lesquels le rapport insiste et sur lesquels nous voudrions faire des propositions. Il faut nous interroger et proposer pour faire vivre plus et mieux l'obsession du Sud au sein de l'Europe, en faisant mieux que le dispositif 5+5 qui existe et qui ne marche pas si mal, mais qu'il faut sûrement enrichir et sur lequel nous faisons des propositions. Deuxième préalable, la France ne connaît plus le Maghreb. La France a longtemps vécu sur son acquis l'idée que ces anciens pays de notre espace colonial
où beaucoup de Français avaient vécu, sont revenus, avaient un vécu donc personnel qui faisait qu'il alimentait, je vais dire, les connaissances intellectuelles françaises. Cet acquis est épuisé et il est dépassé. L'enseignement supérieur et la recherche en matière de Maghreb déclinent en France, parfois d'une manière alarmante, comme la suppression de certaines chaires à Sciences Po notamment. Il n'y a aucun think tank en France qui soit exclusivement consacré au Maghreb. Bref, notre conviction après ce petit voyage en Maghreb et après tous les échanges que nous avons eus, c'est qu'il est urgent et indispensable de réinvestir intellectuellement dans les relations France-Maghreb, et que ce sujet soit une obsession pour les politiques de demain. Après ces deux préalables, je dirais, pourtant, ces 5 pays ont tant de choses en commun, et pas seulement la géographie. D'abord, il faut parler un peu stratégique quand même, et même profondeur stratégique. Ce sont nos premiers voisins du Sud. Ils sont plus que jamais la porte d'entrée de l'Europe vers l'Afrique. Certains disent même le hub. Ce sont aussi les voisins du Nord de la zone sahélienne, de tous les dangers, et dans lesquels nous avons investi et investissons toujours au plan militaire dans les conditions que vous savez. Et donc, d'un point de vue stratégique, ces premiers voisins qui sont à la fois à nos portes et entre nous, le Sahel et l'Afrique, ne peuvent pas être autre chose qu'une première priorité de la diplomatie française et européenne. Deuxième point commun, ils sont au cœur d'une double instabilité politique et sécuritaire. Au plan politique, si l'on met à part la Mauritanie, qui est un pays dont Guy Tessier a dit ce qu'il fallait, à la fois plutôt, dans une situation satisfaisante d'un point de vue démocratique, politique et sécuritaire, avec une coopération plutôt impeccable entre nos forces et la Mauritanie, même si c'est un pays qui est aussi en devenir. Si l'on met aussi à part la Libye, nous avons fait un rapport, c'était avec Jacques Miard il y a 2 ans, qui s'intitulait l'urgence libyenne, qu'écrire aujourd'hui l'extrême urgence libyenne, puisque la situation s'est encore dégradée ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, où le gouvernement Sarraj, dit d'union nationale, est, me semble-t-il, c'est un langage que moi, sur le point de déposer son bilan, sous les doubles coups des 2 Khalifa Haftar à l'est, dont les ambitions encouragées par les Égyptiens ne sont plus secrètes, et Khalifa Al-Ghouel, ancien chef du gouvernement de Tripoli, qui ces derniers jours a fait une démonstration de force avec ses milices dans certains ministères pour montrer à quel point Sarraj était un otage sans pouvoir et donc condamné à court terme. La Libye, l'urgence libyenne, cher Jacques Miard, est devenue une extrême urgence et plus préoccupante que jamais. Mais si l'on met à part ces 2 pays, et si on regarde le cœur du Maghreb et cette trilogie Tunisie, Algérie, Maroc, on découvre à la fois cette double fragilité politique et sécuritaire. Je suis frappé de voir à quel point tout tourne autour des hommes et de leur fragilité. En Tunisie, le pouvoir exercé par Nida Tounès et par Essebsi, 89, bientôt 90 ans. Fragilité extrême. En Algérie, Bouteflika, Guy Tessier a dit ce qu'il fallait en dire. Et au Maroc, un roi courageux, un roi moderne, un roi visionnaire à certains égards. Pendant notre mission, j'étais frappé de voir le courage de cet homme dans un discours qui date du mois d'août, du 20 août exactement, où s'exprimant comme chef des croyants, pas seulement comme roi du Maroc, comme chef des croyants, il dénonçait avec une violence extrême l'islamisme radical, dans des termes qu'au fond aucun chef d'État ou de gouvernement européen ou occidental n'aurait osé employer. Et je me suis d'ailleurs étonné, je pense avec d'autres, que les médias français en aient fait si peu écho, parce que c'était un fait politique, me semble-t-il, d'un écho formidable et d'une force extraordinaire. Mais cet homme est un roi malade. Je ne suis pas porteur de secret médical, mais tout le monde sait qu'il est atteint d'une maladie à l'évolution lente,
qu'il est soigné à coups de cortisone et que lui aussi, il représente, après Essebsi et Bouteflika, des pouvoirs personnels qui sont d'une grande fragilité et sur lesquels pèsent beaucoup de points d'interrogation. Il en va de même évidemment au plan sécuritaire, puisque je le disais tout à l'heure, cette position stratégique qui se situe à la fois entre la Méditerranée et la bande sahélienne font que la position, la lutte contre le terrorisme se fait, comment dire, œuvre quotidienne des forces de sécurité et de renseignement de ces trois pays. Je dirais que j'ai été très marqué par des propos entendus dans les trois pays où des représentants des gouvernements, des chefs même des syndicalistes ou des intellectuels nous disaient vous êtes bien naïfs et bien gentils en France face au terrorisme quand on voit les critiques qui sont faites vis-à-vis de certaines lois que nous adoptons ici au Parlement, les lois antiterroristes, la détermination et une certaine forme d'engagement violent de responsables politiques ou de forces armées ou de forces de sécurité dans ces pays est assez marquante. Donc cette double fragilité politique et sécuritaire est un enjeu majeur. Troisième point commun, ils sont aussi aux prises avec le même défi démocratique face à la radicalisation de leur société. Nous avons constaté dans tous ces pays, dans ces trois pays, en particulier dans le cœur du Maghreb, une radicalisation évidente, en profondeur de la société, des sociétés du Maghreb, et une manière de poser le problème entre démocratie politique et emprise de l'islam radical sur la société, fait que, bon, nous nous sommes promenés dans les rues d'Alger et qu'on voit, c'est-à-dire dire sans faire d'allusion à des débats politiques d'une grande actualité, on voit pas de femmes à la terrasse des bistrots, on ne voit plus de femmes à la terrasse des bistrots en Algérie. Et c'est partout pareil dans tout le Maghreb. Et cette emprise de l'islam radical sur l'ensemble des sociétés se conjugue avec des expériences politiques qui sont menées au plan gouvernemental et parlementaire pour tirer des leçons d'un constat fragile que je ne fais pas forcément bien, puisque l'éradication a échoué, tentons l'assimilation démocratique. Alors ces forces politiques, comme le parti le PJD au Maroc, dont le Premier ministre Benkiran nous a accordé ce long entretien sur lequel nous l'avons beaucoup interrogé sur le lien entre la politique et la démocratie et l'islam, qui nous a fait un numéro de charme parmi les plus exceptionnels que j'ai jamais vécu de ma longue vie politique, séduisant intellectuellement, en passant par l'Algérie qui a la prétention, je dis les mots avec prudence, de contrôler son islam parce que tous les imams d'Algérie sont nommés par le ministre des cultes et que dans plusieurs milliers de mosquées à travers l'Algérie, tous les jours, le prêche est dicté, si j'ose dire, par ce ministre des cultes sans qu'on soit bien certain que le contrôle soit aussi effectif que possible, en passant par évidemment la Tunisie et la présence d'Ennahda au pouvoir, qui a échoué au pouvoir avant d'être battu par Nida Tounes, mais associé au pouvoir par Nida Tounes, dans le cadre de ce compromis dont je ne sais s'il est historique, mais qui est aussi un compromis de tous les dangers, ou en tout cas de toutes les évolutions possibles. Donc ces pays du cœur du Maghreb ont ce même défi démocratique puissant, poignant, d'une radicalisation profonde de la société et d'une traduction politique pour l'instant chancelante que nous devons observer avec la plus grande attention. Enfin, je finis par un point commun à tous ces pays du Maghreb, c'est évidemment leur immense fragilité économique, avec des troubles sociaux qui, là encore, dans les trois pays du cœur du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, sont sous-jacents au quotidien, avec peut-être un petit dièse, non pas un bémol, mais un dièse pour le Maroc, dont nous avons vu
le boom quoi, qui se passe autour de Rabat à travers des zones d'activité internationale, notamment menées par la Chambre de commerce franco-marocaine qui fait un travail absolument remarquable et où, prenant conscience qu'il y avait un vrai problème de foncier économique, foncier industriel au Maroc, notamment à cause de l'instabilité juridique, cette chambre de commerce a investi dans du foncier avec l'aide des pouvoirs publics sur des milliers d'hectares et une zone économique de plusieurs milliers d'hectares remplie en 6 mois, puis une deuxième, puis une troisième en projet. Il y a là quelque chose qui est plutôt... je dis plutôt, là aussi avec prudence, encourageant pour le Maroc. Mais dans les 3 pays du Maroc aussi, dans les 3 pays du Maghreb, pardonnez-moi, ce même défi économique qui fait que les troubles sociaux sont là, latents, dans les profondeurs du pays, en Algérie, en Tunisie, même au Maroc, qui font que, à tout moment, ce que dans d'autres pays on a appelé la révolution des ventres peut s'exprimer d'une manière et d'une autre et créer des troubles qui, là encore, seraient dangereux. Voilà, c'est quelques éléments de réflexion que je voulais soumettre à la réflexion. Le reste est dit dans le rapport, mais je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, vraiment, c'était tout à fait passionnant sur des pays. Il y en a 5, il y en a surtout 3 dont nous sommes spécialement proches, qui, après d'autres missions, Jean Glavany l'a rappelé, à nouveau approfondir encore notre analyse sur la situation. Vous avez très très bien, je crois, décrit les forces et les fragilités internes. Et je voudrais juste faire 2 remarques. Excusez-moi d'intervenir peut-être un peu après vous, mais vous savez à quel point je suis liée, moi aussi, personnellement, à ces pays, pas seulement au Maroc, où je suis née, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, mais aux autres aussi. La première remarque que je voulais faire, c'est que nous avons un lien avec ces pays, notamment avec les 3, Algérie, Tunisie, Maroc, qui est non seulement un lien historique, une proximité géographique, mais surtout un lien humain et culturel. Et ça, ça reste encore aujourd'hui un atout, alors que ces pays redécouvrent dans leur enseignement l'usage du français, qui a longtemps été minoré ou carrément mis à l'écart. Et en même temps, c'est un lien qu'il nous faut revivifier. Et je suis comme vous inquiète de la baisse des moyens face aux besoins, évidemment. Ce n'est pas la baisse, mais c'est l'insuffisance, on va dire, des moyens face aux besoins qui sont exprimés en direction de nos instituts et de nos établissements d'enseignement. François Loncle avait fait plusieurs rapports là-dessus. C'est vrai aussi que nous devons être attentifs au fait que nous devons absolument entraîner davantage les Européens et d'autres aussi. De ce point de vue, la conférence de Tunis a été, pour l'aide à la Tunisie, qui est évidemment un enjeu majeur, a été un succès. Mais soyons attentifs au fait que nous devons entraîner les Européens non seulement vers le Maghreb, mais en ayant bien présent à l'esprit qu'ils sont de plus en plus, c'est surtout vrai du Maroc, un pont vers l'Afrique et l'Afrique subsaharienne. Et que ça aussi, à condition que nous ayons la volonté de définir un nouveau partenariat, qui tourne évidemment le dos à toute forme de néocolonialisme, serait pour la France, pour notre pays et pour l'Europe un atout considérable. Enfin, je vous signale, page 85, et j'en remercie le rapporteur et Tiffaine d'avoir mentionné l'existence de la Fondation Annalinde pour le dialogue des cultures, que j'ai le privilège et l'honneur de présider depuis un peu plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, qui a été créée dans le paramètre de l'Union pour la Méditerranée, qui regroupe près de 5000 ONG, c'est-à-dire un peu plus que ce qui est cité dans le rapport, et qui, dans chacun de ces pays, a environ 250 ONG, des associations qui vont dans les profondeurs, notamment dans ces profondeurs des villes et rurales, et qui rassemblent principalement des jeunes, mais cette population qui continue à se tourner vers ces valeurs communes de l'humanité. Voilà. Alors, il y a des fragilités, mais nous avons, nous aussi, des points d'appui très, très importants que nous aurions intérêt à davantage faire connaître et valoriser. Je passe tout de suite la parole à Guy-Michel Chauveau.
Je voudrais saluer le travail qui a été fait, bien sûr, par nos rapporteurs, mais insister sur votre dernière intervention, Madame la Présidente, sur le 5 plus 5 plus 5. Vous savez que j'interviens souvent là-dessus, et que là, mais c'est vrai que tout le monde le constate, la crise ukrainienne, les positions de Poutine, tout ça a renforcé, n'est-ce pas, les réactions des Pays-Bas, de la Pologne, et qu'à chaque fois, sur les institutions européennes, évidemment, ce sont ceux-là qu'on entend d'abord, et pas forcément nos amis de l'Europe du Sud. Mais par contre, il y a une ouverture depuis quelques années avec la politique de voisinage. La politique de voisinage, on s'est bien rendu compte que c'était une excellente chose, mais qu'on aurait dû plutôt penser, là, un petit peu avant, aux voisins des voisins. Ce qui nous aurait permis peut-être de discuter avec d'autres, bien en amont de la crise ukrainienne, par exemple, etc. Et donc, cette ouverture qui est faite par l'Union européenne sur les voisins des voisins, pas forcément financière, mais d'un tas de relations, nous permet, vous l'avez dit, de mobiliser les 5 plus 5, et notamment l'Afrique subsaharienne. Et ça a un avantage, c'est un avantage considérable, vous l'avez dit, pour la France, Madame la Présidente. Je suppose que c'est dans le rapport, mes chers amis, mais comme je n'ai pas lu tout le rapport, je m'en excuse, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mon cher Jean. Ouais, je pense que c'est vraiment une opportunité pour que l'Union européenne se préoccupe aussi de l'Afrique. Et on y voit, alors c'est ma deuxième remarque, ça permet aussi d'amplifier le travail qui est fait dans le 5 plus 5 autour de la Méditerranée. Michel Vauzel nous parle souvent de ce travail qui est fait à Marseille, les thématiques à partir desquelles on peut avoir autour d'une table ceux qui ne se fréquentent pas ou peu finalement, que ce soit sur l'éducation, la culture, etc. Et que la sécurité maintenant est un nouveau thème, même si bien sûr ça ne rentre pas, n'est-ce pas, dans la une des quotidiens, mais c'est un travail qui est fait. Donc quelles sont, ma question sur le deuxième thème, c'est quelles sont les thématiques, les sujets, et bien sûr le problème du Sahara occidental. Moi j'ai cru pendant un moment que la régionalisation qui s'est engagée au Maroc, j'ai été surpris à une conférence il y a 3 ou 4 ans d'Africité de voir l'ensemble. Il y avait une réunion, il y avait au moins 50 Marocains sur la régionalisation. Alors évidemment, avec les mêmes problèmes que pour tout le monde, à savoir qu'il y a la décentralisation, mais que les moyens ne suivent pas, ou que les gouverneurs restent quand même en place, etc., etc. Donc, mais est-ce que la régionalisation, avançant, est-ce que ça peut être une des thématiques aussi dans les relations avec l'Algérie? Enfin bon, quelles sont les thématiques? Et puis, troisième remarque, et il faut bien vous le dites certainement, c'est que nos entreprises qui travaillent beaucoup en Algérie, nous avons beaucoup d'entreprises qui travaillent en Algérie, elles le font toujours dans une confidentialité extraordinaire, quoi. Merci pour tout ce travail, mes chers. Oui, merci, chers collègues. Didier Quentin. Merci Madame la Présidente. Oui, toute une série de questions très, très rapides, 2 que vous avez déjà abordées. On parle de l'effacement un peu de notre pays, de son influence. Qu'en est-il exactement de l'évolution de la francophonie et des moyens qui sont mis à sa disposition? La deuxième, l'ambition du Maroc, souvent répétée, d'être un pont entre le Maghreb, un trait d'union entre l'Union européenne et le continent africain. Est-ce qu'il y a une réalité concrète derrière ces belles paroles? Troisièmement, s'agissant de l'Algérie, c'est sans doute un des pays au monde où la proportion, le pourcentage de jeunes est le plus élevé. Vous y avez fait allusion aussi dans la perspective de l'après-Bouteflika. Quel peut être l'espoir donné à ces jeunes gens? Et enfin, dernière question, le Maroc est aussi une des zones de transit des migrants de l'Afrique subsaharienne vers l'Union européenne, notamment à travers les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. Quelle est, selon vous, la politique de coopération concrète que l'Union européenne doit conduire en liaison avec les autorités marocaines pour essayer de mieux contrôler ces flux migratoires? Merci, chers collègues. Philippe Baumel. Merci, Madame la Présidente. J'ai été passionné par les deux rapporteurs il y a un instant, qui prolongent d'autres travaux que nous avons pu partager ensemble avec d'autres collègues il y a quelques mois et quelques années déjà.
Mais j'ai presque envie d'être davantage concret encore sur les pistes à travailler entre les pays du Maghreb, la France et l'Europe. Et je me demande si, mais je voulais vous poser la question, s'il ne faudrait pas envisager de prioriser notre relation en termes de développement sur les questions, par exemple, d'infrastructures. On le voit au Maroc, ô combien, vous les avez citées vous-même à Casablanca, mais aussi à Tanger, des infrastructures essentielles ont été positionnées qui permettent d'irriguer en termes de développement la totalité du pays. Ne faudrait-il pas, peut-être la France la première, avec l'Union européenne, envisager précisément que 2 ou 3 autres ports en eau profonde, je pense notamment en Algérie, puissent être créés, tout comme aussi revoir la carte du ferroviaire, qui est absolument indispensable. Et là aussi, on voit combien le Maroc a pris une longueur d'avance sur ces enjeux-là. Mais comment se fait-il, par exemple, que l'Algérie, qui a une capacité de pénétration, notamment vers le Sahel, ne puisse pas être à l'origine aussi d'un nouveau réseau ferroviaire qui permettrait de faire remonter vers l'Europe et donc vers les consommateurs un certain nombre de productions, même venant du Sahel. Donc tout ça, ce sont des enjeux dont on sent bien qu'ils sont les enjeux du XXIe siècle. Et est-ce que nous sommes aujourd'hui en capacité de tracer des pistes sur ces enjeux-là? Parce que je pense qu'on voit venir la potentialité de révolution du ventre, comme vous les avez signalé, mais c'est un manque d'espoir que tout cela. Et pour faire renaître l'espoir, peut-être faut-il encore et toujours nourrir les capacités de développement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher collègue. Nicole Hamelin, qui est membre, je crois, de la mission d'information. Et j'étais membre aussi de celle sur la Libye. Je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, et féliciter nos deux rapporteurs parce que, effectivement, non seulement c'est tout à fait passionnant, mais c'est d'une urgence absolue. Et je pense qu'il faudrait vraiment que la priorité de la stabilité en Méditerranée devienne un thème politique majeur en France et en Europe. Donc je pense que ce rapport a une grande utilité et il doit avoir une vocation à la fois nationale et européenne. Il faudrait d'ailleurs qu'il débouche sur une feuille de route qui puisse valoriser cette approche globale sécurité, développement, gouvernance à l'échelle régionale. Parce que nous voyons que de plus en plus, la question de la sécurité est première. Et tout ce qui nous lie à cette région est lié largement au souvenir, mais complètement à l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de sécurité pour le Sud et même l'Europe entière sans sécurité dans cette région. Donc je pense que peut-être nous pourrions vraiment contribuer à cette prise de conscience nécessaire. Moi, je rejoins tout ce qui a été dit sur le partenariat stratégique Europe-Méditerranée. Je pense que c'est une absolue nécessité. Et s'il n'y a qu'une conclusion à apporter, c'est sans doute celle-là, parce qu'elle est fondamentale. Mais ma question plus précise serait sur quand même cette partie sécuritaire, parce que on voit bien que le retour des djihadistes de Syrie se fait beaucoup vers la Tunisie actuellement et vers la Libye. Est-ce que nous devons reformater l'opération Barkhane? Comment voyez-vous les missions d'assistance technique, notamment de l'OTAN? Je dis bien missions d'assistance technique. Elles sont prévues, elles existent, mais d'une manière qui ne soit pas du tout des pays de l'OTAN, si je peux apporter cette nuance, pour que cette région puisse aussi faire face aux défis terroristes, qui est quand même et qui reste aujourd'hui la première préoccupation. Chers collègues, Marie-Lise Lebranchu. Oui, très vite. Merci d'abord pour ce travail. Je rebondis sur ce qu'a dit Jean Glavany et sur la médiatisation du discours du roi du Maroc, par exemple. Il y a très peu de temps, avait été organisée une réunion des parlements méditerranéens à Marseille, en présence de Martin Schulz, des représentants du Parlement européen et de votre commission. Et on avait constaté, et les représentants de tous les parlements étaient là, malheureusement, naturellement, quelques pays manquaient, et vous comprenez, l'absence totale de médias français, nationaux, et l'absence d'intérêt à ces coopérations qui se faisaient dans une ambiance difficile, très difficile, compte tenu du contexte. Mais l'absence totale dans cette maison présidée, je crois, par Michel Bauzel à l'époque. Je pense qu'on a un vrai déficit d'appréciation et d'appropriation du sujet. Et j'espère qu'avec ce rapport, on va pouvoir ouvrir les portes et les fenêtres de cette commission pour en parler à l'extérieur. C'est ma première remarque. Ma deuxième concernait les coopérations. Je suis allée, j'étais encore au gouvernement en Algérie pour parler décentralisation, régionalisation, culture. Et arrivant
dans une petite ville dont le nom m'échappe à l'instant, on a vu beaucoup. J'ai trouvé effectivement un directeur de musée allemand et une représentation allemande extrêmement forte. Je pense que nous avons, nous, un déficit de représentation dans ces pays, que ce soit l'Algérie ou bien d'autres. Et je voulais juste ajouter cela au rapport que je n'ai lu que jusqu'à la moitié pour l'instant, et dont je remercie les auteurs. Merci beaucoup, chers collègues. Jacques Millard. Merci, Madame la Présidente. Je crois que le point central que nous devons retenir de votre rapport, chers collègues, c'est la méconnaissance du Maghreb. Et ça, je crois que véritablement, nous devons en tirer toutes les conséquences pour la prise de conscience qu'il se passe des choses et que cette région qui va à la dérive, nous devons véritablement faire la priorité des priorités, comme vous l'avez dit, je ne peux que construire. Mais à cette fin, je crois qu'il manque quelque chose dans votre rapport. C'est l'explosion démographique de tous ces pays qui les a complètement déstabilisés. Et de ce côté-là, ça a été le cas en Algérie, où je l'ai vécu personnellement, où ils prenaient absolument pas conscience du fait que l'explosion démographique de l'Algérie allait entraîner des troubles. Et donc, je me souviendrai toujours que l'organisme de l'ONU du PNUD était venu leur dire « Attention, il y a un problème ». Ils les avaient écoutés et reconduits à l'aéroport. Ça, c'était dans les années 80. Deuxièmement, je crois qu'il n'y a pas d'unité. Et quand on parle notamment de l'unité du Maghreb, c'est du mythe. Et donc, il faut absolument pas... Vous le dites, mais je crois que cela conduit à adapter notre politique et à faire du multibilatéral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adresser globalement à l'ensemble de cette région. C'est la quadrature du cercle. Et nous devons avoir une politique véritablement ciblée à chaque cas, en disant qu'on est aussi amis avec les autres. Cela va de soi. Sur l'Algérie, Guy Tessier a une formule que j'ai déjà employée sur l'Algérie, je t'aime moi non plus, mais c'est totalement de notre faute. Car nous avons eu une attitude vis-à-vis de l'Algérie de mea culpa permanent. C'est la seule chose qu'il ne faut pas faire avec l'Algérie. Vous faites ça, très bien, eh bien c'est de votre responsabilité, mais nous on n'est pas d'accord et on va prendre des mesures, je dirais, de contre-mesures. Et donc, à force d'être entré dans cette espèce de politique de repentance vis-à-vis de l'Algérie, on arrive à la situation de blocage aujourd'hui. Je voudrais terminer par un point. Tout à l'heure, Jean a dit il n'y a plus de femmes dans les cafés en Algérie. De sources extrêmement fiables. Une journaliste couvrait véritablement une réunion politique dans une ville française, des Yvelines. Elle termine son papier dans la salle, le gardien vient la voir et lui dit « Madame, je vais fermer la salle. » Qu'à cela ne tienne, dit cette journaliste, je vais terminer mon papier au café. Qu'est-ce que lui a dit le gardien ? Madame, les femmes dans cette ville ne vont pas au café. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et donc, je crois que malheureusement, cette montée de l'islam qui va durer, eh bien, nous devons la traiter comme telle et n'avoir aucune faiblesse vis-à-vis de ce genre d'attitude, y compris chez nous. Dans mon département de Seine-Saint-Denis, et spécialement dans la ville d'Aubervilliers, des femmes de culture musulmane ont pris en main cette question-là et ont décidé d'aller et d'investir les cafés de la ville, notamment dans le quartier des Quatre Chemins. Et je dois dire qu'elles le font et elles réussissent. Donc voilà, et je pense que Jean a eu parfaitement raison tout à l'heure de souligner que quand des personnes, quel que soit leur niveau social, de culture musulmane, affirment justement leurs droits dans la société qui est la nôtre, comme l'a fait le roi du Maroc dans son discours remarquable du 20 août, en disant voilà, chef des croyants, c'est pour ça que ça a une portée politique et religieuse absolument fondamentale. Bon, il a réaffirmé ce qu'était l'islam et pas l'islamisme radical. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus toujours tout noircir. Voilà, c'est ça. Alors, Pierre Lelouch.
Pierre Lelouch. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord remercier Guy Tessier et Jean Glavany pour leur grande lucidité, leur grande précision dans l'analyse, et je souhaiterais, comme Madame Lebranchu, que ce rapport ait la plus grande visibilité possible. Pourquoi ? Parce que cette analyse conditionne notre sécurité. Ce qui est en train de se passer au Maghreb, vous savez, Jacques Bainville disait il y a fort longtemps, en citant une fable arabe que je cite dans mon dernier livre, disait que cette fable du voyageur dans le désert qui mange son repas et qui jette des noyaux de dattes. Un génie arrive et dit « Mon fils a reçu un de tes noyaux dans l'œil, il va mourir, donc tu vas payer. » Les peuples prennent des décisions, jettent des décisions dans le vent de l'histoire et les payent bien plus tard. Quand je vois la situation aujourd'hui au Maghreb, j'en veux terriblement à tous ceux qui nous ont engagés dans cette aventure de la restauration à Napoléon III en passant par Jules Ferry, notre fameuse mission civilisatrice qui se termine aujourd'hui par des régimes tenus par des gouvernements, on va dire les choses gentiment, autoritaires, souvent kleptocrates, qui ont raté les expériences postcoloniales d'indépendance et dont le seul avenir pour les enfants, une fois qu'ils sont diplômés, c'est de partir ou bien de s'engager dans le terrorisme, avec des chiffres calamiteux d'engagement de plusieurs milliers de jeunes Tunisiens dans Daesh et Al-Qaïda, c'est vrai en Algérie. Entre ceux qui attendent de passer en France et ceux qui vont dans le terrorisme, c'est juste terrible pour l'avenir de ces nations. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je note qu'il y en a qui ne s'en occupent pas. Les pays du Golfe ne s'en occupent absolument pas. Et il n'y a pas l'ombre d'un début d'investissement dans des pays où ils pourraient faire la différence en dehors de construire des mosquées. Donc tout repose sur nous, les Français et les Européens. Deuxièmement, Madame Guigaud a dit justement que c'est un pont, mais ça dépend du sens avec le Sahel. Moi, ce que je crains, c'est que nous ayons un pont du Sahel vers l'Europe, et pas l'inverse. C'est-à-dire que la pression migratoire qui est derrière, c'est-à-dire bientôt 200 millions de Sahéliens, on va avoir un problème migratoire absolument majeur avec le Sahel et l'Afrique du Nord, et qui va conditionner la sécurité et le devenir de nos pays. On a, depuis 40 ans, accumulé quelque chose comme 5 millions au minimum de musulmans, pour l'essentiel, qui viennent d'Afrique du Nord, et c'est pas fini, et ça s'accroît tous les ans. Donc ça pose des problèmes, je n'ai pas besoin de décrire ici, en termes de cohésion sociale, ça pose des problèmes en matière de sécurité publique, ça devient une urgence nationale, et je rejoins tout le monde là-dessus. Alors, ayant dit tout cela, ça devrait d'ailleurs nous amener à réfléchir davantage sur l'utilisation de la langue française, qui, pour bien de ces jeunes, est le seul passeport possible vers un avenir. Est-ce qu'on est sûr que la stratégie de la francophonie, en l'espèce, est dans l'intérêt du pays ? C'est une question que je pose. Voilà. Mais bon, j'en viens aux questions précises que je voulais vous poser, parce qu'après tout, je viens de consacrer un bouquin de 400 pages à tous ces sujets, donc je ne veux pas trop long. Mais 4 questions précises, puisque vous avez travaillé directement sur ceci. 1. Comment ils gèrent leurs djihadistes de retour ? Et est-ce que nous avons des relations sérieuses en matière de coopération, en matière d'antiterrorisme avec ces gouvernements, le marocain, l'Algérie, etc. Première question. Deuxième question, quid du cannabis qui tient l'économie du Maroc quand même, et en partie de l'Algérie. Il y avait un papier hier d'un professeur que je respecte beaucoup, qui s'appelle Paul Vermeyren, sur l'économie du cannabis. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce sujet ? Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on soit en fin de législature, parce que ça, c'est un vrai sujet pour cette commission, que de regarder ce sujet-là sous l'angle de nos relations avec le Sud et comment on gère l'économie de ça, en dépassant, si j'ose dire, les débats idéologiques, il faut dépénaliser, pas dépénaliser, mais il y a toute une économie qui est liée à l'immigration et qui est liée au terrorisme, qui commence dans le Rif et qui se termine à Anvers, et qui est extrêmement important. Moi, j'y allais travailler dans le temps, mais il faut... Troisième point, quid des accords de réadmission ? Parce que l'une des difficultés que nous avons, on a publié hier des chiffres sur la baisse des expulsions, c'est que les pays en question, une fois qu'ils ont exporté leurs jeunes, ne veulent plus les récupérer. Ils disent c'est pas à nous, c'est à l'autre. Bon. Quid des accords de réadmission et du lien entre les accords de réadmission et la politique d'aide au développement européenne ? Et quid de la politique de natalité ? Le seul pays qui a eu une politique de natalité depuis Bourguiba, c'est la Tunisie. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres de croissance démographique, absolument pas les autres. Donc, cannabis, lutte antiterroriste, accord de réadmission,
ciblage de notre politique de développement, ça fait 3 ou 4 sujets prioritaires, mais franchement, moi, je ne vois pas ça du tout en termes de rêve, d'expansion, de mission civilisatrice ou même d'influence française. Je vois ce voisinage comme un problème majeur pour la sécurité nationale dans les années qui viennent. C'est un problème majeur. Et on a intérêt à le regarder sous l'angle de la sécurité et d'arrêter arrêter de se payer de mots. Je pense que l'analyse de Jean tout à l'heure, passant en revue SEPSI, Boutef et Mohamed VI, la maladie, l'âge, la faiblesse, le problème de gouvernance qui se pose dans le pays est absolument considérable. Nous ne pouvons pas, nous, Français, y apporter de solution. Il n'y a pas de solution localement. Ça veut dire que les conséquences sécuritaires pour nous, migratoires et en matière de sécurité tout court, à venir, sont juste considérables. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir mené ce travail. Je pense que sur toutes ces questions, on ne peut avoir qu'un consensus bipartisan, parce qu'on ne va pas se séparer là-dessus, mais il y a un vrai sujet pour la sécurité de notre pays. Merci beaucoup. Chantal Guittet. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voulais vous demander, on avait parlé en 2011 du réveil des sociétés civiles dans ces pays-là, à partir de 2011, en disant que c'était un réel espoir pour ces pays. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que, bon, elles ont été... leur liberté d'expression a été étouffée depuis, ou est-ce qu'elles ont toujours un rôle dans ces pays? Et la deuxième question que je voulais poser, c'est sur la francophonie. Parce que vous dites qu'il y a un redémarrage du français dans ces pays, ce qui est une bonne nouvelle. L'Algérie refuse toujours de faire partie de la francophonie, ce qui est un réel problème. Et je crois, pour avoir rencontré une députée algérienne, elle disait qu'on était très sévère à l'égard des étudiants algériens, puisque ce sont pratiquement les seuls, quand ils viennent en France, à ne pas avoir un droit automatique de travail. Vous savez, chaque étudiant étranger a le droit de travailler, je ne sais plus exactement le quota d'heures, mais ils ont un droit au travail quand ils ont une carte d'étudiant. Et les Algériens sont les seuls à devoir demander une autorisation spéciale. Bon, ça date des accords, de vieux accords, mais c'est vrai que c'est un... À chaque fois que je rencontre un ou une députée, il me parle de cette discrimination qu'on fait vis-à-vis des étudiants algériens. Donc ça serait peut-être un moyen de les inciter à venir après à la francophonie si on pouvait arranger cet accord. Merci beaucoup, cher collègue. Jean-Claude Guibal. Merci Madame la Présidente et merci aussi à Guy Tessier et à Jean Glavany, parce que c'est en effet tout à fait passionnant sur un sujet éminemment stratégique. Tout a été dit sur la dimension majeure de cette relation à établir avec le Maghreb, avec la Méditerranée occidentale, en d'autres termes. Nous avons fait avec Philippe Baumel un rapport sur l'Afrique, stabilité et développement de l'Afrique francophone. Parmi ce que nous avons entendu et découvert, c'est que nous n'avions plus d'africanistes en France. Il n'y avait plus de grands spécialistes, de vrais connaisseurs de l'Afrique. Un vrai effondrement de l'intérêt porté à ce continent, à ses cultures, à ceux qui y vivent, au niveau universitaire et au niveau de la recherche. Et vous nous dites qu'il en est de même pour le Maghreb. On ne s'intéresse plus au Maghreb. On se replie sur soi, on se regarde le nombril, mais même les voisins les plus immédiats, ceux avec lesquels on a eu des relations historiques, culturelles, affectives, aussi nourries, on ne s'en occupe pas. Et moi, il me semble que je rejoins sur ce plan ce qui a été dit tout à l'heure concernant la dimension culturelle. Moi, il me semble que les relations entre l'Europe et le Maghreb, la rive sud de la Méditerranée, elles ne doivent pas passer principalement par des biais économiques, infrastructurels. Le problème n'est pas là. Le problème me semble être éminemment de dimension culturelle. Le « je t'aime », moi non plus.
les relations nées de l'histoire et des mauvaises consciences partagées de part et d'autre. La préférence culturelle des Méditerranéens, qu'ils soient du Nord ou qu'ils soient du Sud, pour la confrontation plutôt que pour le consensus. Ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas d'union des pays du Maghreb. De la même manière qu'il n'y a pas d'association, de fédération de défense d'intérêts communs entre l'Espagne, l'Italie, la France et la Grèce. En Méditerranée, consensus est un concept étranger, anglo-saxon. Il faut trouver d'autres biais pour régler les problèmes, et c'est le multibilatéralisme. Et c'est, encore une fois, une dimension culturelle pour laquelle il me semble que la France a un rôle éminent à jouer, ne pas laisser l'Europe, avec son côté rouleau compresseur rationalisateur, essayer de régler ces problèmes, de retisser des liens avec les pays du Maghreb. Donc ma question en gros c'était quelles sont les traces laissées par l'Union pour la Méditerranée? Y a-t-il encore quelque chose à tirer de cette idée qui avait été lancée, qui personnellement me semblait avoir pertinence et capacité à être féconde? J'ai l'impression qu'aujourd'hui tout ceci est dissous et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez noté comme trace encore existante aujourd'hui au Maghreb de cette approche. Merci. Merci beaucoup, cher collègue. Jean-Pierre Dufaux. Très brièvement, Chantal Guittet a amorcé la question que je voulais poser. Elle concerne la francophonie que vous évoquez dans votre rapport en disant que la francophonie peut jouer un rôle dans le rapprochement avec les principaux pays du Maghreb, les trois que vous avez cités notamment. Je confirme que lorsque nous avons fait un rapport en Algérie, un voyage en Algérie, les Algériens, même si dans le « je t'aime moi non plus », nous ont confirmé leur intérêt, leur amour pour la France, n'ont toujours pas accepté de faire partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et comment, plus concrètement, vous voyez le rôle que la francophonie peut jouer dans le cadre du rapprochement avec ces pays du Maghreb, alors que, réciproquement en France, est-ce que nous sommes prêts, nous aussi, à accepter, et la question vous a peut-être été posée, que l'enseignement de l'arabe soit davantage développé? Est-ce que vous avez été interrogé là-dessus? Merci beaucoup, chers collègues. Bon, alors, le nombre des observations et des questions montre à quel point nous sommes sur un sujet qui nous passionne tous et évidemment que la richesse de votre rapport aussi a suscité et de vos remarques. Donc je vais vous passer toute la parole. Juste, si vous permettez, une remarque à la suite de ce qu'a dit Pierre Lelouch tout à l'heure. On a évidemment un défi de sécurité majeur commun. Moi, je crois qu'un des défis fondamentaux que nous allons devoir affronter avec ces pays du Maghreb et avec la profondeur africaine, ne l'oublions jamais, c'est comment concilier sécurité et mobilité. Et là, bien sûr qu'il faut contrôler davantage nos frontières extérieures, avoir des coopérations en matière de renseignement, etc. Mais si nous ne trouvons pas des routes nouvelles, légales, d'échange et de mobilité avec les populations de ces pays, alors c'est même plus la peine de parler d'influence culturelle. Les jeunes, ils vont aller chez Jean-Claude Guébert. Ils vont maintenant faire leurs études en Inde, en Chine, aux États-Unis, ça fait bien longtemps, au Canada. Donc, moi, évidemment, je travaille beaucoup là-dessus avec la Fondation Annaline, mais franchement, quand je propose un Erasmus des associations, c'est pour ça. C'est qu'on a besoin d'avoir... Et comme nous avons tout ce vivier de société civile, Chantal, ce vivier de société civile qui regarde vers l'Europe, qui partage nos valeurs, dont on ne parle pas assez parce qu'on met toujours l'accent sur ce qui ne va pas, je pense vraiment que c'est la France, c'est nous qui avons cette responsabilité-là et d'entraîner les Européens avec nous. Voilà, mais j'arrête, j'ai trop parlé dans tout ça. À vous maintenant.
Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Je vais commencer, si vous le voulez bien, et avec l'accord de Jean, pour dire d'abord à notre collègue Chauveau qu'il est certain qu'il y a un tropisme très fort de la France et de l'Europe, de regarder vers l'Est pour mille et une raisons. Mais je crois que c'est concordant avec une vision que même des pays qui n'appartiennent pas à l'Europe ont. Et je vais vous rapporter une conversation que j'avais eue il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça, en Turquie, où à l'ambassade de France, des Turcs me disaient « Mais qu'est-ce que vous avez à gagner à investir autant dans les pays d'Afrique? Travaillez avec nous, investissez chez nous, venez chez nous. Qu'est-ce que ça vous rapporte ?» Donc ça reflète bien la pensée globale, je dirais générale, que peuvent avoir un certain nombre de nos partenaires vis-à-vis de ce que nous avons fait ou de ce que nous continuons à faire ou de ce que nous devrions faire dans les pays du Maghreb. Je dois dire aussi qu'il y a un tel antagonisme à l'intérieur de ces pays et dans nos pays entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils nous laissent pouvoir faire. Et la ligne, la démarcation, et la présidente l'a soulevé tout à l'heure, entre l'aide, l'assistance, les coopérations que nous pouvons avoir, que nous avons eues et que nous avons en grande partie perdues, tiennent au fait que nous sommes culpabilisés par une espèce de retour et de néocolonialisme qui est à la fois que nous ne voulons pas faire et que les pays d'en face de la Méditerranée pourraient nous reprocher à tout instant. Et s'ils ne nous le disent pas, on sent très souvent dans les conversations des répulsions, et notamment en Algérie, hein, où alors là, on est dans une espèce de prurite permanent de la part du gouvernement. Parce que là aussi, il y a un dysfonctionnement entre le gouvernement et le peuple. Le peuple est en demande de France et le gouvernement rejette la France et ne manque pas souvent une occasion de vilipender notre pays. Il y a aussi un découragement de la part des... Je parle très franchement. Il y a un découragement de la part des investisseurs français, européens, car beaucoup partent avec l'idée généreuse, même si c'est pour gagner de l'argent, hein, et en reviennent extrêmement déçus. Car l'administration est tellement tatillonne dans ces pays que les expériences ratées sont... Oui, c'est vrai, oui, mais c'est vrai. Pas tout le temps dans ce cas de meilleur, d'ailleurs. Et donc oui, alors pour l'Algérie, complètement. Ils le disent, d'ailleurs. Ils le disent. Non, mais ils le disent eux-mêmes, hein, ils le disent. Donc, c'est très compliqué, notamment pour des entreprises, de s'installer dans tous ces pays. Et s'y installer, c'est pas vrai pour le Maroc, c'est pas vrai pour la Mauritanie, c'est pas vrai pour la Tunisie, mais c'est vrai pour l'Algérie, avec donc des aventures plus ou moins heureuses. Je dois dire aussi, pour répondre à ce qui a été dit par Marie-Lise, il y a un foisonnement de choses qui se font. Et moi qui suis Marseillais, comme vous le savez, Marseille grouille d'associations, de débats, de parlements, de rencontres, etc. Mais on a l'impression qu'après tous ces engagements, qu'après toutes ces promesses, qu'après toute cette espérance, tout ça s'éteint. Voilà. Et il n'y a pas de transcription. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas assez incisifs, parce que nous n'osons pas aller trop loin? Est-ce que c'est parce que les administrations face à nous sont lentes et quelquefois se disent est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est bien pour nous, et d'où d'ailleurs la diversification, puisque nous laissons la place à d'autres, de voir l'implantation de la Chine, des États-Unis, etc., qui n'étaient absolument pas présents et qui sont, pour certains pays, notamment en Algérie, pour ce qui est des Chinois, qui sont présents en masse. Pour ce qui est de la régionalisation, mais elle est de fait, elle existe déjà, en tout cas dans deux grands pays qui sont l'Algérie et le Maroc. On travaille par exemple beaucoup avec Tanger. Le port de Tanger, je crois que c'est vous qui en parlez, est remarquable. Et d'ailleurs, je pense, je le dis quand j'ai ma casquette de président de la communauté urbaine à Marseille, nous avons à nous méfier dans quelques années de ce que pourrait être le port de Tanger. Et donc, il faut que nous soyons visibles ailleurs que... à Aubagne ou autour de Marseille, mais que nous soyons visibles depuis Tokyo, parce que depuis Tokyo, le port de Marseille ou le port de Tanger,
Voilà, il n'y a pas une grande différence. Donc, je voulais également dire que, je crois que c'est Quentin qui a parlé de la francophonie, je crois qu'il y a un recul très certain de la francophonie, mais en même temps, il y a une demande de francophonie. Il y a une demande très forte dans tous les pays. Celui qui est resté le plus francophone, mais tu me repenses, si ça me paraît la Tunisie. Et la Tunisie, on parle beaucoup le français. Après le Maroc et en dernier, l'Algérie. Bon, la Mauritanie est un peu à part. Donc, le vrai problème, c'est que tous ces pays, à un moment donné de leur gouvernance, ont supprimé l'apprentissage du français. Or, tous les gens que nous avons rencontrés, tous, nous disent, mais c'était pour nous la langue véhiculaire. On est à 1 heure de Marseille, un avion, à 1h30 de Paris, 2 heures de Paris. Bon, le français, pour nous, une langue d'espérance. On a une culture française. Nous avons rencontré un médecin algérien, qui est le président qui est votre homologue, Madame la Présidente, et qui est un monsieur d'un certain âge et qui a connu la présence française. Et il me disait, monsieur, mais vous savez, quand la France était présente dans notre pays, il n'y avait pas de problème. On était là tous ensemble, juifs, catholiques, enfin français, chrétiens ou pas, arabes, musulmans, donc... Et les choses marchaient plutôt bien. Moi, il me disait, j'étais à l'école avec Roger Hanin. Et il gardait ce souvenir empreint d'une certaine nostalgie, d'ailleurs. Il faut bien le reconnaître. S'exprimant dans un français tout à fait parfait. Ce qui pose aujourd'hui un véritable problème aux jeunes qui, eux, ont été privés de l'apprentissage de cette langue et qui sont en demande de français. Par rapport à ce que disait M. Baumel, bon, les infrastructures au Maroc... Elles existent. Il y a des infrastructures remarquables, de très grands travaux. Actuellement, le train français d'ailleurs, est en cours du nord vers le sud. Je vous rappelle un TGV, bien sûr, qui va permettre de rallier les grandes villes, qui est un vecteur de déplacement extraordinaire pour le développement de ce pays, et surtout en allant vers le sud. Je me permettrai de vous rappeler que le Maroc vient de mettre au point la plus grande ferme solaire de toute l'Afrique. Extraordinaire, puisque eux, leur richesse, c'est ça, leur pétrole, c'est le soleil. C'est tout à fait remarquable, ça va permettre d'amener l'électricité partout dans le sud marocain. Mais d'autres infrastructures existent aussi, notamment, nous avons, nous, à Marseille, des partenariats sur l'eau, car il y a un problème, on ne l'a pas soulevé, on ne l'a pas parlé dans notre rapport, mais l'eau reste un problème pour l'ensemble de ces pays. Mais nous travaillons beaucoup, et là, nous travaillons d'une manière régionale. C'est également vrai pour la Tunisie, puisque la conférence de Tunis, qui s'est tenue en novembre, a qualifié des projets qui étaient réalisables immédiatement. Bon, c'est du keynésianisme, mais c'est important dans des pays comme cela de faire travailler les gens, d'apporter de la main-d'œuvre et d'apporter du progrès. Et donc, ce sont 10 grands projets qui ont été retenus et qualifiés. Je voudrais dire que le triptyque que Nicole Hamelin a énoncé est tout à fait pertinent. Sécurité, développement, gouvernance, c'est un triangle d'or, si tu me permets. Mais c'est vrai que nous avons des assistances techniques en matière, dans tous les domaines d'ailleurs, y compris les matières, dans les matières administratives. Nous avons même rencontré un administrateur de l'Assemblée, qui était un de mes anciens administrateurs, qui était là-bas, qui se lamente un peu d'ailleurs, parce que justement, il n'arrive pas bien à casser ces murs de verre, même s'il est parfaitement accueilli, très gentiment, etc., qui parle l'arabe en plus, mais on lui répond en français pour vous dire que le français est vraiment là-bas une langue appréciée. C'était en Tunisie. Ça existe. En matière militaire, c'est plus délicat. Nous avons une coopération militaire avec les Marocains réduite, plutôt importante en matière aérienne, dans l'armée de l'air, disons. Il y a une manœuvre annuelle avec eux. Mais bon, l'armée marocaine est une armée solide, bien entraînée, plutôt bien équipée, présente un peu partout sur les terrains d'opération à nos côtés. Et nous collaborons beaucoup d'état-major à état-major partout où nous nous trouvons ensemble, parce que là aussi, nous parlons la même langue. Nous avons des habitudes et des traditions communes. Ça marche plutôt bien. La Tunisie est en demande d'aide en matière de renseignement, mais quand on avance un pas, eux reculent un pas. Donc, on a un peu de mal à bien coopérer. Quant aux Algériens, alors là,
Nous avons rencontré partout les agents qui sont en poste chez nous dans ces pays. Et donc, bon, là, c'est pas pensable, quoi. C'est très compliqué. Et donc, il n'y a aucune coopération. Ils n'en veulent pas, même si, au détour de phrases, ils peuvent en parler. Mais ils ne le souhaitent absolument pas. Voilà, je terminerai pour dire que l'analyse de Jean-Claude Guibal était tout à fait pertinente, hein. C'est très compliqué. Il y a une relation très affectueuse, hein, avec tous ces pays, et je dirais même que par moments qui peut être presque passionnelle. Et en même temps, des fossés culturels qui font que, si vous me permettez d'employer cette expression, qu'il y a le vieil homme et l'homme nouveau. L'homme nouveau, il est plus davantage tourné vers une culture mondialisé, je dirais, vers l'ouverture, vers le développement, et puis un homme ancien qui, lui, reste arc-bouté sur des préceptes plus reculés, j'allais presque dire moyenâgeux, avec une difficulté incommensurable pour le franchissement d'une culture à une autre. Et donc ce sont des freins au développement qui sont terribles, qui sont très importants, et qui freinent l'avancée, mais face à ces problèmes, tous les gouvernements essaient d'avancer, de faire reculer l'analphabétisme, des conservatismes, des familles avec des nombres d'enfants incalculables. Mais il faut dire aussi, pour être tout à fait honnête, que tout ça recule. Il n'y a probablement guère que l'Algérie où il y a encore des familles très nombreuses, mais c'est vrai en Tunisie et c'est vrai au Maroc, à moindre titre, surtout dans le sud. Mais en fait, franchement, il y a quand même des lueurs d'espoir. Et je pense que ce sont nos voisins les plus proches, pour nous Français ou pour les Espagnols, voire même les Italiens. Et donc je pense que l'avenir de nos territoires, de nos nations, passe aussi par le développement de ces pays. Et que malgré les difficultés que nous avons quelquefois, que nous rencontrons quelquefois, il ne faut surtout pas abandonner, mais au contraire intensifier la coopération que nous avons avec eux. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Je vais être bref parce que, bon... Non, je vais donner quelques flashs comme ça. Sur la francophonie, je voudrais remercier beaucoup Tiffaine, pardon, ouais. Excuse-moi, voilà, de nous avoir assistés pendant ce déplacement. Sur la francophonie, je dirais que je suis plutôt optimiste. D'abord parce qu'il y a une prise de conscience dans l'ensemble des pays du Maghreb que l'arabisation excessive de l'enseignement a entraîné un appauvrissement culturel. Il y a un retour manifeste qui se manifeste par des choses très, très claires, très simples. L'ambassadeur de France a obtenu l'autorisation des pouvoirs publics algériens et français, parce qu'il faut de l'argent pour ça, d'ouvrir 2 nouvelles écoles en Algérie à la rentrée prochaine, à Annaba et Oran. Ce n'est pas fait depuis des années. Pour rentrer dans la logique des organisations de francophonie, les villes d'Alger et d'Oran ont accepté d'adhérer à la Fédération internationale des villes francophones, ce qui est un mouvement. Et même si l'Algérie n'est toujours pas membre de l'organisation de la francophonie, elle a accepté l'idée que, je sais pas comment ça s'appelle, le tour qui est organisé par celle-ci, par l'organisation de la francophonie, pour faire vivre la francophonie pendant un an autour de la richesse culturelle de la francophonie. Elle a accepté de le recevoir. Donc ça bouge, les lignes bougent. J'ajoute comme souvenir de cette mission la visite que nous avons faite dans le cœur d'Alger à l'Institut français, au cœur d'Alger, bourré de jeunes Algériens qui faisaient la queue pour s'inscrire à des cours de français. Un établissement français dans le cœur de la vieille ville d'Alger, d'un rayonnement exceptionnel, avec une bibliothèque remplie, extraordinaire, avec un bistrot rempli, avec des gens qui font la queue pour s'inscrire. Voilà, des jeunes Algériens de 20 ans qui étaient là par centaines le jour où on y est allé. Et c'est comme ça tous les jours, on a parlé avec le directeur. Donc j'ai l'impression que des choses bougent et que les choses ne sont pas si négatives. Je réponds à la fois à Jean-Claude Guibal et à Guy Michel Chauveau. Oui, nous disons, Guy Michel, des tas de choses sur ce que tu as dit, politique de voisinage. Voilà, nous pensons qu'une des leçons qu'il faut tirer de l'UPM, c'est que ça a été, qui a laissé des traces, pas que négatives, mais que ça a été que
trop embrasse mal étreint et qu'au fond, le fait de s'exposer au conflit du Proche-Orient en le mettant au cœur de l'UPM a rendu la chose inopérante. Et donc l'idée de recentrer la diplomatie française et européenne autour de la Méditerranée occidentale à travers le 5+5+5 et avec la politique de voisinage, il nous paraît que ce sont les bons vecteurs pour approfondir. Donc nous le disons avec une certaine force. Je réponds sur les problèmes d'infrastructure pour dire oui, énorme effort du Maroc, le chantier ahurissant, il n'y a pas celui du train, et celui de la déviation autoroutière de Casablanca, qui est un immense chantier qui crée des embouteillages monstrueux. En Tunisie, à travers la conférence des financeurs qui a eu lieu à la fin du mois de novembre, nous sommes allés, avec le président de l'Assemblée nationale et la présidente de la Commission, l'idée justement du gouvernement tunisien a été de présenter un programme très infrastructurel aux financeurs. Et donc, il y a de ce point de vue, ils ont fait cet effort, ils ont fait ce travail sur lequel les financeurs piochent d'une manière plutôt positive. Donc, il y a la même idée. En matière d'explosion démographique, le disait Jacques Maire, nous n'avons pas les mêmes informations, cher Jacques. Il n'y a pas d'explosion démographique. On va même dire que d'une certaine manière, ce qu'on appelle la transition démographique, c'est-à-dire le fait pour les pays de développement d'en revenir à des taux de fécondité et de reproduction comparables à ceux des pays est quasiment achevé dans le Maghreb. Donc je n'ai pas les mêmes informations. Alors il y a le poids de la religion qui fait que dans les zones rurales... Oui, mais je te dis, on a rencontré y compris des démographes, etc. Et donc, il n'y a pas cette explosion, en cas, sauf le poids de la religion, notamment dans le monde rural, et peut-être un peu plus en Algérie qu'ailleurs, mais bon, non, c'est pas vrai. Bon, alors on vérifiera ensemble, nous n'avons pas les mêmes informations. Sur la sécurité et le retour des djihadistes, alors, bon, c'est une question centrale. C'est une question majeure, notamment pour la Tunisie, qui est sans doute le pays du Maghreb qui a vu partir. On parle de 6000 djihadistes en Tunisie. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, il est difficile de les vérifier. Donc l'idée du retour est quelque chose qui est pour les djihadistes, pour les Tunisiens et les forces de sécurité dans tous ces pays un sujet de très grande vigilance. D'autant qu'en Algérie, il y a un souvenir de ceux qui ont la mémoire, souvenir du retour des Afghans, qui étaient au moment des années noires en première ligne de l'offensive radicale. C'est un sujet complexe. J'ai un petit bémol à ce que disait le président Tessier de la mission. Il y a quand même de la coopération entre les services de sécurité avec les Algériens. C'est pas rien, c'est jamais facile. Mais et en particulier souvent, je vous donne un exemple auquel on a été confronté quand on parle avec les responsables de la sécurité et français à propos du Sahel, et notamment quand ils poursuivent des bandes terroristes qui sont dans la bande de Sahel et qui se réfugient derrière la frontière algérienne. Il y a un problème quasiment de numéro de téléphone parce qu'ils essayent de prévenir, ils ont des contacts pour prévenir les Algériens en disant voilà, il y a une bande qui est passée à tel endroit, et au fond ça ne répond pas, quoi. Donc il y a une coopération, elle est meilleure que jamais, mais encore très insuffisante. On peut dire que sur l'ensemble des pays, avec des hauts et des bas, très bonne coopération en matière de sécurité en Mauritanie, plutôt bonne, voire très bonne au Maroc, bonne mais avec les limites que je viens d'indiquer en Algérie, assez bonne mais avec les limites qui sont liées à l'extrême exposition de la Tunisie en matière. Mais globalement, des coopérations en matière sécuritaire qui sont plutôt bonnes. Sur les flux migratoires, donc premier point, il n'y a plus ou quasiment plus de migration du Maghreb vers l'Europe. Il n'y a plus. Simplement, il y a une terre de transition de ces flux migratoires, notamment de l'Afrique subsaharienne, et pas seulement. Et ces transitions, elles bougent. Tu as fait allusion tout à l'heure aux enclaves espagnoles. Il n'y a quasiment plus d'incidents. C'est les images épouvantables qu'on a connues il y a quelques années avec ces centaines de migrants accrochés aux barbelés des enclaves de Ceuta et Melilla n'existent plus. Enfin, il n'y a quasiment plus de soucis, ça s'est déplacé. Il y a le problème de la Libye qui, évidemment, aujourd'hui est pris en compte, comme vous le savez. Et il y a les accords migratoires que l'Union européenne passe en matière de migration avec les pays et qui touchent notamment les problèmes de réadmission. Il y en a un de signé avec la Tunisie, il y en a un de signé avec le Maroc. À ma connaissance, il n'y en a pas avec l'Algérie, c'est ça? Et donc là, il y a un trou dans le dispositif. Voilà. Bon, voilà, j'ai répondu rapidement.
Encore merci beaucoup à Guy Tessier et à Tiffaine Cosnier d'avoir fait ce travail ensemble. C'était vraiment très passionnant et a été 6 mois, un peu plus, même 8 mois, absolument passionnant. Oui, non, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. C'est un rapport absolument passionnant qu'il faut absolument lire complètement, parce qu'évidemment, on n'a pas pu aborder, même dans cette séance, même si vous avez été très, très complet, très précis, l'ensemble des analyses et des préconisations. Je vous remercie aussi, chers collègues, d'être tous beaucoup intervenus et d'avoir fait part aussi d'observations je crois, très, très pertinente. Alors maintenant, il nous faut donner le maximum de visibilité à ce rapport, à mon avis. Pour ça que moi, je voterai pour la publication. Est-ce que vous êtes d'accord tous pour voter pour la publication du rapport? Oui, contre? Abstention? Alors, il est adopté à l'unanimité. Félicitations, chers collègues, et merci, chère Tiffaine Cognier également. Bonne journée. Au revoir, merci beaucoup. Alors, chers collègues, nous...